L'économie mondiale repose sur une montagne de dettes. Une montagne véritablement colossale, presque impensable. Récemment, la dette combinée des gouvernements du monde a dépassé les 100 000 milliards de dollars. Ce chiffre est si vaste qu'il en devient presque insignifiant. C'est plus que la production économique de tous les pays de la Terre réunis. Pensez-y une seconde. Les États-Unis, la plus grande économie mondiale, ont une dette nationale de plus de 36 000 milliards de dollars début 2025. La dette du Japon représente plus du double de toute son économie. Pratiquement toutes les nations de la planète sont endettées, empruntant des sommes colossales chaque année. Et cela mène à une question très simple, presque enfantine, qui semble faire voler en éclats tout le système. Si tous les pays sont endettés, à qui avons-nous emprunté tout cet argent ? Existe-t-il un club secret de banquiers intergalactiques caché sur une lune privée ? Un unique et mystérieux multimilliardaire qui tire les ficelles de l'économie mondiale ? La réponse est à la fois bien plus complexe et, curieusement, beaucoup plus proche de nous que vous ne l'imaginez. En fait, il y a de fortes chances que vous soyez l'un des prêteurs. Pour trouver la réponse, il faut arrêter de penser à la dette nationale comme à votre propre carte de crédit. C'est la première erreur que la plupart d'entre nous commettent. Lorsqu'un gouvernement a besoin d'argent, que ce soit pour construire une autoroute, financer la santé ou gérer une crise, il n'appelle pas simplement une banque pour demander un prêt. À la place, il émet ce qu'on appelle une obligation. Une obligation d'État, c'est simplement une reconnaissance de dette sophistiquée. Vous, l'investisseur, donnez de l'argent au gouvernement. En retour, le gouvernement promet de vous rembourser votre investissement initial à une date précise dans le futur. Et en attendant, il vous verse des intérêts réguliers. Ces obligations sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs que vous puissiez faire, surtout celles des pays stables. Pourquoi ? Parce que les gouvernements ont le pouvoir ultime pour s'assurer qu'ils pourront vous rembourser. Ils peuvent augmenter les impôts. La probabilité qu'un gouvernement stable décide simplement de ne pas payer est extrêmement faible, ce qui fait de ces obligations le fondement du système financier mondial. Donc, la vraie question n'est pas « qui est le prêteur ?», mais « qui achète toutes ces obligations d'État ?» Pour y répondre, nous devons diviser la dette nationale en deux catégories bien distinctes. En prenant l'exemple des États-Unis, leur dette massive n'est pas qu'un seul gros chiffre. Elle est divisée en deux catégories clés, la dette détenue par le public et ce qu'on appelle la dette intragouvernementale. Comprendre la différence est la clé pour résoudre ce mystère. Commençons par la plus étrange des deux catégories, la dette intragouvernementale. Elle représente environ 7 000 milliards de dollars de la dette nationale américaine. C'est de l'argent qu'une partie du gouvernement doit littéralement à une autre. Cela ressemble à une drôle d'astuce comptable, comme prendre de l'argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite, et d'une certaine manière, c'est le cas. Mais cela remplit une fonction très importante. Pensez à d'énormes programmes gouvernementaux, comme la sécurité sociale. Pendant des années, l'administration de la sécurité sociale a collecté plus d'impôts auprès des travailleurs qu'elle n'a versé de prestations aux retraités. Cela crée un excédent important. Mais que fait-elle de tout cet argent supplémentaire ? Elle ne peut pas le laisser dormir sur un compte en banque sans rapporter d'intérêt. Donc, par la loi, elle doit investir cet excédent dans la chose la plus sûre qui soit, des obligations d'État. Le Fonds de la Sécurité sociale achète des bons du Trésor spéciaux. Ce faisant, il prête son argent excédentaire au reste du gouvernement fédéral. Le Trésor peut alors utiliser cet argent pour tout ce dont il a besoin, construire des routes, financer l'armée, etc. En retour, le Trésor verse des intérêts sur ses obligations au Fonds de la Sécurité sociale, ce qui l'aide à croître. La même chose se produit avec d'autres grands comptes gouvernementaux, comme les régimes de retraite des fonctionnaires ou Medicare. Ainsi, une grande partie de la dette d'un pays, environ 20% dans le cas des États-Unis, n'est que de l'argent que le gouvernement se doit à lui-même. C'est une reconnaissance de dette interne. Bien sûr, c'est toujours une dette réelle qui doit être remboursée, surtout à mesure que de plus en plus de gens partent à la retraite et que la sécurité sociale doit commencer à encaisser ses obligations pour payer les prestations. Mais ce n'est pas de l'argent dû à une force extérieure obscure. Cela fait partie d'un circuit fermé. Reste l'autre part, bien plus importante, la dette détenue par le public. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plus grande part de la dette d'un pays, celle détenue par le public, est exactement ce que son nom indique. Des reconnaissances de dette détenues par des personnes et des institutions extérieures au gouvernement fédéral. Pour les États-Unis, cela représente près de 29 000 milliards de dollars. Et quand on entend un chiffre aussi énorme, on pense probablement aux pays étrangers, aux banques géantes, à l'autre bout du monde.
Mais le plus grand détenteur de cette dette est beaucoup plus proche. Ce sont les propres citoyens et institutions du pays. Le prêteur national le plus important pourrait bien être celui qui gère votre retraite. Les fonds de pension et les compagnies d'assurance sont des détenteurs massifs d'obligations d'État. Pensez-y de leur point de vue. Un fonds de pension a une énorme responsabilité. Il doit prendre vos cotisations d'aujourd'hui et s'assurer qu'elles fructifient en toute sécurité pendant des décennies, afin de pouvoir vous verser un revenu stable à la retraite. Il ne peut pas simplement parier cet argent sur des actions risquées. Il a besoin d'investissements prévisibles et à faible risque qui génèrent un rendement régulier. Et qu'est-ce qui correspond parfaitement à cette description? Les obligations d'État. Ces institutions achètent des milliers de milliards de dollars d'obligations, s'assurant ainsi un flux de revenus prévisible pour honorer les promesses faites aux retraités. Cela crée un puissant flux circulaire d'argent. Votre épargne retraite est prêtée au gouvernement. Le gouvernement utilise cet argent pour fonctionner et, en retour, verse des intérêts à votre fonds de pension, ce qui aide votre épargne à croître. Viennent ensuite les banques classiques. Tout comme les fonds de pension, les banques doivent détenir des actifs sûrs et stables pour des raisons réglementaires et comme un placement à faible risque pour leur capital. Ensuite, il y a les investisseurs individuels. Vous, votre voisin, vos amis, beaucoup d'entre nous détiennent de la dette publique sans même le savoir. Si vous avez un plan d'épargne retraite ou un fonds commun de placement, une partie de celui-ci est presque certainement investie en obligations d'État. Elle constitue un élément central de presque tous les portefeuilles diversifiés, agissant comme une ancre stable face au haut et au bas du marché boursier. Et enfin, nous avons l'acteur le plus puissant de tous, la propre banque centrale du pays. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. La Fed est devenue l'un des plus grands détenteurs uniques de la dette américaine. Elle n'achète pas d'obligations directement auprès du gouvernement. Au lieu de cela, elle les achète sur le marché libre, comme moyen de gérer l'économie. Lors d'une crise, la Fed peut lancer ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, QE. Elle crée essentiellement de la nouvelle monnaie pour acheter d'énormes quantités d'obligations d'État. Le but n'est pas de financer le gouvernement, mais d'injecter des liquidités dans le système financier, de faire baisser les taux d'intérêt et d'encourager les entreprises et les particuliers à emprunter et à dépenser. Mais le résultat final est le même. Un autre acteur national finit par détenir des milliers de milliards de dettes publiques. Quand on additionne tout cela, fonds de pension, banques, particuliers et la banque centrale, la grande majorité de la dette publique est en réalité due aux propres citoyens et institutions d'un pays. Bien sûr, ce n'est pas toute l'histoire. Une grande partie de la dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. C'est la partie qui fait généralement la une des journaux et provoque des paniques politiques. Pour les États-Unis, les entités étrangères détiennent environ 8 000 à 9 000 milliards de dollars de sa dette. Cela semble être une somme colossale, mais ce n'est qu'environ un quart de la dette totale détenue par le public. Alors, qui sont ces prêteurs étrangers? C'est un mélange de gouvernements étrangers, généralement leur banque centrale, et d'investisseurs privés. Début 2025, les plus grands détenteurs gouvernementaux de la dette américaine sont, comme on le sait, le Japon et le Royaume-Uni, suivis par la Chine. Le Japon détient plus de 1100 milliards de dollars, tandis que le Royaume-Uni détient environ 800 milliards de dollars et la Chine environ 760 milliards de dollars. La question immédiate est pourquoi? Pourquoi ces pays voudraient-ils prêter autant d'argent aux États-Unis? Ce n'est pas une faveur, c'est du pur intérêt économique. Des pays comme le Japon et la Chine vendent d'énormes quantités de marchandises aux Américains. Lorsqu'une entreprise en Chine vend un produit aux États-Unis, elle est payée en dollars américains. Leurs banques centrales se retrouvent alors avec d'énormes réserves de dollars. Elles ont besoin d'un endroit sûr et stable pour investir tout cet argent. Et quel est l'investissement en dollars le plus sûr et le plus facile à échanger au monde? Un bon du Trésor américain. Acheter des obligations américaines leur apporte deux avantages. Premièrement, cela leur offre un investissement fiable et porteur d'intérêt pour leurs immenses réserves de devises étrangères. Deuxièmement, en achetant des actifs américains, ils aident à gérer la valeur de leur propre monnaie par rapport au dollar, ce qui peut rendre leurs exportations moins chères et plus compétitives. C'est un élément clé du fonctionnement du commerce mondial. Mais il ne s'agit pas seulement des gouvernements. Les investisseurs étrangers privés
Banques, entreprises, fonds de pension et particuliers fortunés du monde entier achètent également de la dette américaine pour la même raison que les investisseurs américains. Elle est considérée comme une valeur refuge, un endroit fiable pour stocker de la richesse et gagner un peu d'intérêt. L'idée qu'un pays, comme la Chine, possède les États-Unis est une énorme exagération. Les avoirs de la Chine, bien qu'importants, ne représentent qu'une petite fraction de la dette totale des États-Unis. Et si la Chine décidait soudainement de se débarrasser de toutes ses obligations américaines, cela ferait chuter la valeur de son propre investissement et provoquerait un chaos économique mondial qui lui nuirait gravement. Leurs avoirs leur donnent un certain levier économique, mais c'est une arme probablement trop destructrice pour être réellement utilisée. Si décortiquer ces grands puzzles économiques vous offre une nouvelle perspective sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous abordons des questions comme celle-ci chaque semaine et vous ne voudrez pas manquer ce que nous découvrirons la prochaine fois. Alors, si la dette est principalement due à nous-mêmes et à des investisseurs étrangers consentant dans un cycle qui alimente l'économie, est-ce même un problème ? Pourquoi entendons-nous constamment des avertissements selon lesquels la dette nationale est une bombe à retardement ? La vérité est que la dette en soi n'est pas mauvaise. Elle peut être un outil puissant. Les gouvernements empruntent pour réaliser les types d'investissements à long terme dont une société a besoin pour croître, comme les infrastructures, la recherche et l'éducation. Ils empruntent pour amortir le choc d'une récession, en fournissant un soutien comme les allocations de chômage lorsque les recettes fiscales sont en baisse. Sans la dette, les gouvernements devraient réduire drastiquement les dépenses ou augmenter les impôts au pire moment. Mais tout le système est un délicat exercice d'équilibriste. Et il existe des dangers très réels si la dette augmente trop vite. Le risque le plus évident est le coût des intérêts. Tout comme pour vos propres prêts, le gouvernement doit payer des intérêts sur sa dette chaque année. Ces paiements d'intérêts peuvent devenir massifs. Aux États-Unis, les paiements d'intérêts sur la dette sont en passe de devenir l'une des plus grosses dépenses de tout le budget fédéral, plus importante que les dépenses de la défense nationale. Cela évince les dépenses pour d'autres choses importantes. Le deuxième risque est une hausse des taux d'intérêt. Pendant des décennies, de nombreux pays ont bénéficié de taux d'intérêt très bas, ce qui rendait l'emprunt bon marché. Mais si l'inflation grimpe ou si les investisseurs deviennent simplement nerveux et exigent un rendement plus élevé pour prêter leur argent, ces paiements d'intérêt peuvent monter en flèche. Un pays qui gérait bien sa dette peut soudainement se retrouver dans une spirale dangereuse, où il doit emprunter plus d'argent juste pour payer les intérêts de ses anciens prêts. Enfin, il y a le risque de perdre la confiance. L'ensemble du système repose sur une croyance simple. Le gouvernement paiera toujours ses dettes. Un défaut de paiement pur et simple est presque impensable pour un pays comme les États-Unis ou le Japon, qui peut imprimer sa propre monnaie. Mais c'est une possibilité réelle et dévastatrice pour de nombreux pays en développement. Pour eux, dépendre trop de la dette d'autres pays peut être un désastre si leur propre monnaie s'effondre ou si les investisseurs étrangers prennent soudainement peur et retirent leur argent, déclenchant une crise économique à grande échelle. Même pour les économies stables, la simple perception d'un chaos politique ou d'une irresponsabilité peut suffire à rendre les investisseurs nerveux, faisant grimper les coûts d'emprunt et nuisant à l'économie. Alors, si tous les pays sont endettés, à qui devons-nous l'argent ? La réponse n'est pas un méchant obscur ou une seule banque toute puissante. Le prêteur est un vaste réseau interconnecté d'investisseurs mondiaux. C'est un fonds de pension au Japon qui gère la retraite d'un enseignant. C'est un gouvernement étranger qui place ses bénéfices commerciaux dans un actif sûr. C'est la banque du coin de la rue. C'est votre propre fonds de retraite. À bien des égards, le prêteur, c'est nous. Le système de la dette mondiale n'est pas le signe que le monde est ruiné. C'est le système circulatoire de notre économie moderne, un réseau complexe de reconnaissance de dette qui relie les épargnants aux emprunteurs, permettant au gouvernement d'investir et de fonctionner à une échelle qu'il ne pourrait pas atteindre autrement. La dette nationale fournit les actifs sûrs sur lesquels repose tout notre système financier privé, des compagnies d'assurance aux fonds de pension. Le paradoxe est que ce système est à la fois absolument essentiel et chargé de risques. La dette elle-même n'est pas le problème, elle en est le fondement. Le vrai problème est sa taille, sa vitesse et sa direction. C'est un exercice d'équilibriste mondial qui exige équilibre, stabilité et, surtout, confiance. Car si cette confiance venait à se briser, toute la structure de 100 000 milliards de dollars pourrait s'effondrer.